Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 décembre 2025. Tout de suite, les principaux titres. Après les révélations faisant état de la confection au Burundi de tenues militaires similaires à celles des armées rwandaises et congolaises par l'usine IATM installée au Burundi, l'armée rwandaise nie avoir commandé de tenues militaires dans cette usine, tandis que celle de la République démocratique du Congo reste toujours silencieuse. Jusqu'à présent, les motivations derrière cette confection de ces tenues militaires restent inconnues. Et puis certains agriculteurs de la province de Gitega lancent l'alerte face à la sécheresse persistante depuis quelque temps. Les cultures de haricots souffrent, une situation qui vient s'ajouter au manque de fertilisants. Et enfin, vous entendrez une demande d'aide lancée par un réfugié burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda qui souffre depuis plus de 8 mois d'une tumeur suspectée d'être cancéreuse. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh bonsoir, sécurité pour commencer. L'armée rwandaise affirme ne jamais avoir commandité la confection de ces tenues militaires au Burundi. L'armée congolaise, de son côté, ne confirme ni n'infirme cette information. Cette révélation fait suite à des informations selon lesquelles la nouvelle usine textile burundaise IATM aurait en secret fabriqué des tenues militaires rwandaises et congolaises durant les premiers mois de son existence. Josiane Mouganeza revient sur ce dossier. Dans nos éditions de ce mercredi, nous vous révélions des informations au sujet de la fabrication au Burundi, dans le plus grand secret, de tenues militaires des armées du Rwanda et de la République démocratique du Congo, selon des sources internes à la nouvelle société textile EATM, récemment inaugurée en grande pompe à Gitega par le président Évariste Ndayishimiye. Ces uniformes auraient été confectionnés 5 mois avant l'ouverture officielle de l'usine, le vendredi 28 novembre. D'après ces sources, des travaux de confection se seraient déroulés dans une stricte confidentialité, une information qui soulève de nombreuses questions dans un contexte régional marqué par de fortes tensions entre le Burundi, la RDC et le Rwanda. Côté rwandais, l'armée nie toute implication. Contactée par la RPA, elle affirme n'être informée d'aucune commande de tenue militaire passée au Burundi. Un responsable militaire rwandais a par ailleurs refusé de commenter davantage le dossier. Visiblement, l'affaire est suivie de près. En RDC, la situation est encore plus floue. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, n'a ni confirmé ni infirmé l'existence d'une éventuelle commande. Il a indiqué que la question de la logistique ne relevait pas de sa compétence, mais lorsque la rédaction lui a demandé vers quel service se tourner, il n'a plus répondu. Une attitude qui entretient le mystère autour de la position officielle de Kinshasa. Cette affaire intervient alors que les relations entre les 3 pays sont particulièrement tendu. L'absence de transparence du côté congolais soulève de nombreuses interrogations sur l'intervention de cette initiative et les enjeux que pourrait cacher cette fabrication d'uniformes militaires. Et d'aucuns interprètent l'attitude congolaise de complicité avec le Burundi dans la fabrication illégale de ces tenues militaires, particulièrement celle de l'armée rwandaise. Et en page santé, le manque d'accès à l'eau potable dû aux tuyaux endommagés non encore remplacés, ainsi que l'absence de latrines publiques sont les principales causes de la propagation rapide de l'épidémie de choléra au niveau de la colline Mvugo. Nous sommes en commune de Nyanza, en province de Burunga. Les habitants de cette localité déclarent que, faute de latrines publiques, les personnes se soulagent dans le lac Tanganyika, qui est aussi leur source d'eau utilisée au niveau de leur ménage. Reportage signé Nadège Ilakodze. Le manque criant d'eau potable qui s'observe sur la colline Mvugo en commune Nyanza est dû principalement à la rupture des tuyaux qui canalisaient l'eau potable vers les collines Mvugo et Ruvindi depuis un certain temps suite aux inondations des eaux du lac Tanganyika qui ont endommagé la route nationale numéro 3, Bujumbura-Nyanza-Lake. Jusqu'aujourd'hui, ces tuyaux endommagés n'ont pas encore été remplacés pour que les habitants soient approvisionnés en eau potable, bien que la réhabilitation de cette route ait commencé, précise cet habitant.
Depuis que les inondations du lac Tanganyika ont démoli la route nationale numéro 3 Bujumbura-Nyanzarake, cela a brisé les tuyaux de canalisation d'eau vers les collines Mvugo et Rubindi. La situation a été aggravée par les travaux de la société chinoise Pico pour réhabiliter cette route car ils ont enlevé tous les tuyaux qui traversaient cette route. C'est pourquoi les deux collines n'ont pas d'eau potable. À part le non-accès à l'eau potable, les habitants de la colline Mvugo soulignent qu'ils n'ont pas de lieu d'aisance car les toilettes publiques ont été détruites alors qu'il y a un port de pêche. Par conséquent, les pêcheurs de poissons se soulagent dans le lac Tanganyika, ce qui souille les eaux du lac utilisées par les habitants à défaut d'avoir de l'eau potable. Sur la colline Mvugo, il n'y a pas de latrines publiques. Même certaines anciennes latrines publiques sont débordées, d'autres sont détruites. Actuellement, la société chinoise a démoli toutes les latrines qui restaient pour y construire la route. Par conséquent, les pêcheurs se soulagent dans le lac Tanganyika et ils reviennent ensuite s'y laver et y faire la lessive. Certains habitants puisent aussi ces eaux du lac Tanganyika pour préparer la nourriture, faire la lessive et se laver. Ces habitants expliquent également qu'ils se rabattent à ces eaux malpropres du lac Tanganyika, car là où ils peuvent puiser de l'eau potable sur la colline Mukungu, c'est à plus de 5 km, et qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter de l'eau propre, qui coûte très cher. Les eaux du lac Tanganyika sont utilisées par ceux qui n'ont pas de moyens, car celui qui le peut achète l'eau potable provenant de la colline Mukungu qui se trouve à 6 ou 7 km. Un bidon d'eau s'achète à 2000 francs burundais. Étant donné que la colline Mvugo a déjà enregistré une centaine de cas de choléra et à peu près 20 cas de décès dans une période d'une semaine seulement, ses habitants supplient les autorités burundaises d'agir dans l'immédiat en leur octroyant de l'eau potable et en construisant des latrines adéquates afin de stopper la propagation de cette épidémie dans la commune Nyanza. Et les rejets toxiques de l'usine Buseko provoquent de nombreuses maladies chez les populations vivant à proximité. Selon les médecins, ces substances entraînent des infections des voies respiratoires, de fausses couches, ainsi que des maladies graves, notamment certaines formes de cancer. Écoutez le docteur comme Konakudze. Les conséquences sont nombreuses si l'on considère les maladies qui touchent les êtres humains. Lorsque l'on possède une cimenterie qui broie l'eau calcaire, les procédés utilisés dégagent de la fumée. Et cette fumée contient des substances qui polluent l'air au point d'irriter même la peau humaine. Les maladies les plus fréquentes sont celles qui passent par les voies respiratoires, l'asthme, la bronchite, ainsi que ce que l'on appelle les BPCO. Il existe aussi d'autres maladies liées à la circulation du sang dans l'organisme, les maladies cardiovasculaires. On constate ainsi des personnes souffrant d'hypertension, d'infarctus du myocarde, donc de maladies de cœur qui peuvent ensuite atteindre le cerveau à cause de cette pollution de l'air provoquée notamment par les métaux lourds qui se répandent et finissent par toucher les parties du corps responsables de la sensibilité, c'est-à-dire les nerfs. Il y a en outre d'autres éléments à ne pas oublier. Les substances radioactives qui nuisent à la santé humaine, elles peuvent entraîner des naissances prématurées, des fausses couches. Cette population ne se repose pas comme il se doit, ce qui provoque aussi du stress. Les gens restent insatisfaits, moroses et développent même des troubles du sommeil liés au bruit permanent des machines et à ce qu'ils respirent, ce qui fait qu'ils respirent mal et ne parviennent pas à bien dormir. Enfin, des cancers peuvent apparaître, qu'ils soient localisés dans le sang, sur la peau ou au niveau des organes respiratoires, en particulier au niveau de l'appareil respiratoire. Plus de 300 ménages habitent autour de l'usine Buseko. Depuis 9 ans, ils sollicitent l'aide de l'État pour qu'il protège leur santé, car ils commencent déjà à subir les conséquences décrites par les médecins, mais les autorités restent sourdes à leurs appels. Ces habitants de cette localité nous ont révélé que, ce mardi, une délégation s'est rendue dans le quartier pour les interroger et constater les effets de cette usine sur leur vie. Et un Burundais réfugié au camp de Mahama, situé au Rwanda, sollicite de l'aide pour sa santé.
Il souffre depuis plus de 8 mois d'une tumeur. Suspecté d'être cancéreuse, il appelle tout bienfaiteur à lui venir en aide. Le HCR ayant déjà fait savoir qu'il ne dispose pas de fonds suffisants pour le prendre en charge. Les détails avec Digne Karondo. Le réfugié en question s'appelle Léonard Ngendakuliyo. Depuis 2015, il vit au Rwanda, plus précisément au camp de Mahama. Son calvaire commence au mois d'avril 2015 avec des douleurs atroces qui le tenaillent au flanc droit. Des douleurs qui se sont intensifiées jusqu'à le conduire à l'hôpital où il a reçu des médicaments pour calmer la douleur. En août, son état s'est aggravé et des analyses de sang ont été engagées. Il a alors été transféré à l'hôpital de référence de Kirehe où plusieurs examens ont été pratiqués. Selon lui, l'échographie a révélé une obstruction des voies biliaires. On m'a alors urgemment confectionné une feuille de route afin que je puisse aller faire un scanner. Ces échantillons ont ensuite été envoyés à l'hôpital militaire de Kanombe à Kigali. Après un scanner, les médecins ont découvert une tumeur au niveau du thorax et l'ont averti qu'en l'absence de prise en charge rapide, celle-ci pourrait évoluer en cancer. C'était au mois de septembre. Il a ensuite été orienté vers des spécialistes du cancer, desquels lui ont prescrit d'autres examens pour confirmer la présence éventuelle de cellules cancéreuses et en déterminer le type. Dès qu'il m'a vu, le spécialiste m'a tout de suite dit sans détour qu'il n'y a aucun doute que c'est bel et bien le cancer. Il m'a alors prescrit des examens, à savoir un scanner pour vérifier si le cancer n'a pas encore atteint d'autres parties du corps, dont les poumons. Il a aussi recommandé une biopsie afin de pouvoir identifier le type de cancer dont il s'agit. Enfin, il a suggéré une endoscopie afin de pouvoir poser des prothèses pouvant résister à cette tumeur. Parmi les examens demandés figurent l'imagerie par résonance magnétique IRM en sigle destinée à localiser précisément la tumeur et les tissus environnants. L'ensemble des analyses a été estimé à près de 15 millions de francs rwandais, un montant que le HCR lui a indiqué ne pas pouvoir couvrir, l'invitant plutôt à se débrouiller. C'est ce désistement du HCR qui pousse aujourd'hui Léonard Ngendakuliyo à lancer un appel aux personnes de bonne volonté pour l'aider à accéder aux soins. Cette maladie pouvant l'emporter à tout moment si aucun traitement urgent n'est engagé. Mes selles sont tout blancs et mon urine est noirâtre. Aujourd'hui, j'en suis au stade de dépendance à la morphine, car sans ce médicament, il m'est impossible de dormir, ne fût-ce que 20 minutes. Je demande aux bienfaiteurs de me venir en aide. J'implore également le gouvernement rwandais qui a tant fait pour nous depuis qu'on s'est réfugié ici, de m'aider à me faire soigner. Pour ceux qui veulent contribuer dans les soins de santé de Léonard Ngendakuliyo, ils peuvent le joindre au numéro plus 250 787 073 327. La violence basée sur le genre commence souvent dans le silence, notamment une parole humiliante, un geste, une menace, un geste forcé. Ce silence protège les agresseurs et isole les survivantes. Mettre fin au VBG, c'est d'abord reconnaître que ces violences existent autour de nous, parfois dans nos propres familles, nos écoles, nos lieux de travail. Poursuivons ce journal par la page éducation, c'est un soulagement pour les parents et les élèves de l'école fondamentale Wuhonga 4, récemment rénovée grâce au soutien de bienfaiteurs belges. Désormais, les élèves disposent de bancs pupitres et ne sont plus contraints de s'asseoir par terre pour suivre les cours ou prendre leur repas. Les détails avec Elvis Nyomungere. Le 22 novembre 2015, l'école primaire de Wuhonga 4 a reçu officiellement de nouveaux bâtiments et équipements. Parmi les infrastructures remises figurent notamment un nouveau bloc de toilettes. C'est le colonel Michel Rocco, l'aide de bienfaiteur belge, et a contribué à ce projet. Et donc aujourd'hui, les vrais mécènes, c'est entre autres mon ami Zéphirine et Sacha Montécouze, Maman Lucie, qui sont ici devant, qui ont effectivement
de continuer ce magnifique complexe sanitaire qui permettra aussi de continuer à apprendre les règles d'hygiène de base qui, vous savez, permettent d'éviter certaines maladies qui, hélas, parfois touchent encore nos enfants. Ce projet est né d'une rencontre en 2015 entre Nestor, directeur de l'école Bohonga 4, et colonel Michel Recourt. Outre le bloc de toilettes, un réfectoire complet a été construit avec tables et chaises, des bas de colle, des tableaux, des pupitres, des manuels scolaires et d'autres matériels pédagogiques. Colonel Michel Recourt et ses partenaires appellent également d'autres personnes de bonne volonté à soutenir les nombreuses écoles burundaises confrontées à de grandes difficultés afin de permettre aux enfants de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions et de contribuer ainsi au développement intellectuel du pays. Le colonel Berger a affecté à l'école de nouveaux enseignants et un gardien pour veiller à la bonne utilisation des équipements. Il financera personnellement la rémunération de ces 3 personnes avec l'aide de ses amis. Et je vous le disais en titre, l'inquiétude est grandissante chez les agriculteurs de différentes communes de la province de Gitega en raison de la sécheresse persistante ces dernières semaines. Dans bon nombre de ces localités, les feuilles de haricots commencent à brunir, signe d'un dépérissement précoce des cultures. Un fait qui aggrave une situation déjà critique marquée par une pénurie d'engrais chimiques. Innocent Valentin, Singilangabo, nous fait le point. Depuis le début de la saison pluvieuse dans la zone d'Oguieta, commune et province d'Ogitega, les agriculteurs de la région se sont tous affairés à travailler leurs champs, espérant des conditions météorologiques favorables. Certains agriculteurs d'Oguieta ont sémé du maïs et des haricots dans un sol dépourvu de matière organique, faute d'engrais chimiques. Ils ont également constaté un changement de temps depuis novembre, période à laquelle les pluies ont cessé. Un habitant rencontré sur place nous a confié que les feuilles de haricots commençaient à sécher dans son champ. Ici, dans la région d'Oguieta, nous avons des problèmes. Depuis le début des pluies, nous manquons de fumier et, malgré nos demandes répétées, on nous refuse de nous en fournir. La sécheresse est maintenant terrible et la pluie se fait attendre. En novembre, nous étions habitués à des pluies abondantes. Les haricots et le maïs ont commencé à sécher. Dans la commune de Mwaro, elle aussi en province d'Ogitega, les gens prient au Dieu Tout-Puissant que la pluie revienne, car d'après ce qu'ils voient, ils n'espèrent pas une bonne récolte. Ces jours-ci, nous, les agriculteurs, sommes dans une situation terrible car les pluies sont très faibles et nos champs se dessèchent. Dieu est vraiment notre secours et fait tomber la pluie pour que nos semailles puissent porter leurs fruits. Ce n'est pas seulement là qu'on signale un fort ensoleillement dans la province d'Ogitega, car dans la commune de Karusi aussi, cela fait 2 semaines qu'il ne tombe pas une seule goutte de pluie. Je suis à Karusi, chef-lieu de la commune. Cela fait 2 semaines qu'il n'a pas plu. Quand on regarde les champs, c'est désolant. Alors que la province d'Ogitega est confrontée à une grave sécheresse, accompagnée d'une aggravation de la pénurie d'engrais chimiques, un rapport publié en 2021 par OCHA, l'agence onusienne chargée de coordonner l'aide au changement climatique, classe le Burundi au 17e rang mondial des pays les moins bien préparés à cette situation. Bien que ce constat soit valable pour la province d'Ogitega, il est important de noter que les pluies semblent également se raréfier dans d'autres provinces du pays, telles que Burunga, Butanyerera, Buhumuza et Bujumbura. Nous reviendrons sur ce sujet demain. Dernière nouvelle de ce journal, depuis plus de 3 semaines, de graves perturbations du réseau de télécommunications affectent plusieurs localités de la province de Butanyerera, touchant les abonnés des opérateurs Lumitel, Onamob et Conet. Les habitants de ces localités de la province de Butanyerera se lamentent de l'impossibilité de passer des appels ou d'accéder à Internet. Les précisions avec Dani Claire, il a trouvé.
Certains habitants vivant au nord du pays, dans les communes d'Ongodi, Kirundo et Busoni, se plaignent de graves difficultés de communication qui durent depuis une période allant de 3 semaines à 3 mois. Selon nos sources, joindre à notre abonné du réseau du Mitel relève aujourd'hui du parcours du combattant. Même lorsque les interlocuteurs se trouvent au même endroit, l'appel n'aboutit pas et l'on vous informe que le téléphone est éteint ou hors zone de couverture. Dans la ville d'Ongodi, plus précisément au quartier Loubouye, les abonnés du réseau Econet affirment être totalement oubliés car aucun signal de cet opérateur n'y est disponible. La situation est similaire dans l'ancienne province de Kirundo, notamment à Gitobe où tous les réseaux téléphoniques semblent inexistants dans certaines zones comme Badzilo et d'autres localités situées au pied des hautes montagnes. Quant aux abonnés du réseau Namob, dans les communes de la province de Butanyirira, nos sources indiquent que cela fait 3 semaines que les services de cette société publique fonctionnent très mal, que ce soit pour l'Internet ou pour les appels téléphoniques. Les personnes qui se sont confiées à la RPA rapportent que lorsqu'elles interrogent les responsables de ces sociétés de télécommunications, elles ne reçoivent pas d'explications satisfaisantes. Certains évoquent les coupures répétées d'électricité qui perturbent leurs activités, tandis que d'autres parlent d'un manque de carburant nécessaire pour alimenter les groupes électrogènes. Face à cette situation, ils demandent à la Régie des eaux de résoudre rapidement le problème de pénurie d'électricité et aux autorités en charge de l'approvisionnement en carburant de faciliter l'accès à ce produit afin d'assurer le bon fonctionnement de leurs services. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le reportage d'Odani Claire Ilatrumba que le journal de ce 4 décembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloy Divin et Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.